Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Et on débute cette première édition de 2016 en vous parlant d'une décision surprise qui est survenue au mois de décembre. La troisième opposition au conseil municipal du Parti Vrai Changement pour Montréal a perdu sa chef. La conseillère municipale d'Hontic-Cartierville, Lorraine Pagé, a choisi de siéger dorénavant comme indépendante. Afin d'aborder les raisons qui ont motivé son départ de sa formation politique, nous recevons en studio Lorraine Pagé. Madame Pagé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été une surprise, à tout le moins pour certains observateurs, que de savoir, bon, vous quittiez la chefferie que vous aviez par intérim? Que j'avais par intérim. Il faut savoir que moi, quand je me suis présentée aux élections municipales, la seule ambition que j'avais, là, c'était d'être conseillère municipale aux côtés de Mélanie Joly, parce que c'était ma contribution à faire arriver plus de femmes en politique municipale, mais aussi à appuyer une jeune femme qui voulait se lancer en politique. Alors, c'était ma seule ambition. Quand Mélanie Joly n'a pas été élue à la mairie et qu'elle s'est donc retrouvée sans poste, rapidement, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas assumer la chefferie sans être élue et on m'a demandé de prendre cette responsabilité-là. Mais j'avais tout de suite indiqué que ça ne pouvait être que par intérim parce que je n'ai absolument pas l'intention d'être candidate à la mairie dans 2 ans. Et deuxièmement, si on, comme chef de parti, si on pense que son parti doit être sur les rangs à la prochaine élection, c'est un énorme travail d'organisation. Il faut penser statut, il faut penser plateforme électorale, il faut recruter des militants, il faut recruter des candidats et des candidates. Et moi, je n'avais absolument pas l'intérêt pour assumer cette tâche-là, cette lourde tâche-là. Et je trouvais... J'aurais pu rester dans le parti, exact. Mais pourquoi en même temps, quitté? tu peux pas dire je reste dans le parti, mais comptez pas sur moi pour faire de l'organisation. Ça ne se fait pas. Alors donc, je préférais à ce moment-là dire que quelqu'un qui a vraiment le goût de faire ce travail-là prenne la chefferie du parti et que les gens qui pensent que Vrai Changement pour Montréal peut se positionner à la prochaine élection, mais en faisant tout le travail d'organisation que ça suppose, soit là pour le faire. Mais moi, je n'avais pas d'intérêt pour tout ce travail d'organisation préparatoire à une élection. Mais on n'annonce pas ça 6 mois avant l'élection. Si on veut donner le temps aux gens qui veulent continuer dans cette perspective-là, bien, il faut leur donner du temps pour faire le travail. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire à mi-mandat. Est-ce que le Parti Vrai Changement pour Montréal est toujours pertinent? Parce qu'il y a quand même 4 formations politiques représentées au conseil municipal. Est-ce que c'est un parti qui a toujours sa raison d'être? Bien, vous savez, la pertinence, elle vient avec les orientations qu'on met de l'avant. C'est un parti, la dernière fois, qui s'est présenté avec une plateforme électorale assez réduite, 10 grandes actions. Ça s'expliquait parce qu'on était dans un changement de régime, un parti qui venait d'apparaître, mais on s'attendra à un parti la prochaine fois qui aura été présent à l'Hôtel de Ville pendant 4 ans, d'arriver avec une plateforme électorale beaucoup plus étoffé que 10 engagements. Et ça suppose tout le travail que j'ai décrit tout à l'heure. Et je n'avais pas l'intérêt et le goût de faire ce travail-là. Donc, c'était plus sage pour moi, mais pour les gens qui sont restés dans la formation, d'avoir les coups de franches pour faire ce travail-là. Est-ce qu'on doit en comprendre que, tout dépendamment de la plateforme qui serait dévoilée par Vrai Changement pour Montréal avant l'élection, que vous pourriez vous représenter en 2017 pour Vrai Changement pour Montréal? Bien, on verra. D'abord, ma première réflexion, c'est est-ce que je serai candidate en 2017? Parce que j'avais dit à Mélanie Joly, je vais te donner un coup de main, mais je vais pour un mandat. Alors là, première question à se poser, est-ce qu'on envisage un 2e mandat? Jusqu'à présent, est-ce que vous aimez ça? Ah, j'adore ça. J'adore ça, j'aime le travail que je fais. J'ai un très bon rapport de proximité avec les résidents dans mon district. Je suis en charge de différents dossiers à l'arrondissement. J'adore ce que je fais. J'aime le travail à l'Hôtel de Ville aussi. Je préside la commission de l'inspecteur général. Donc, j'aime ce que je fais, mais j'ai pas 40 ans. Donc, il y a des évaluations qu'il faut faire quand vient le temps de renouveler un mandat. Donc, ça sera ma première réflexion. Est-ce que je veux être à nouveau candidate? Et si je veux être à nouveau candidate, avec quelle formation je choisirai de l'être? On verra à ce moment-là ce qu'il y aura comme offre politique et ce qui pourra m'intéresser en termes de vision de développement pour Montréal. Donc, vous gardez les portes ouvertes pour Toutes les portes sont ouvertes.
Parfait. Avant de passer à des dossiers un peu plus spécifiques à votre arrondissement, on va en profiter pour en parler avec vous. Je veux avoir votre opinion un peu sur le départ de Mélanie Joly de politique municipale, alors que, bon, après sa défaite, elle avait mentionné son intention de rester en politique municipale. Elle a fait un bref retour aux affaires privées avant de se présenter en politique fédérale. Comment vous avez interprété tout ça? Bien, écoutez, moi, je pense que Mélanie Joly espérait vraiment être capable de continuer à exercer un leadership au sein de la formation Vrai Changement pour Montréal, même si elle n'avait pas été élue. Sauf que être chef d'un parti, quand on n'est pas élu, quand le parti ne peut pas nous verser un salaire et qu'on a besoin de gagner sa vie à côté de ça, c'était tout simplement impossible. Alors, elle a fait ce constat-là et c'est ce qui l'a amené à quitter la chefferie en disant « Je ne suis pas capable d'exercer cette fonction-là bénévolement et sans travailler en plus, parce que quand on est engagé en politique, il y a des portes qui se ferment sur le plan professionnel. » Mais en même temps, elle avait pris goût à la politique parce qu'elle a aimé faire campagne, elle a aimé le débat politique, elle a aimé l'action politique et je crois qu'elle avait un deuil à faire en laissant la politique et quand l'opportunité s'est représentée devant elle, bien, je pense que c'est son goût de la politique qui l'a emporté et qui l'a amenée à décider d'être candidate libérale pour les dernières élections fédérales. Voilà, et maintenant ministre du Patrimoine. Et vous gardez de bonnes relations avec elle? Oui, je garde de très bonnes relations avec elle. J'ai connu Mélanie avant l'élection municipale. On avait travaillé ensemble au Conseil supérieur de la langue française. Donc, c'était des liens qu'on avait créés, pas à l'occasion de l'élection municipale, mais avant. Donc, ces liens-là venaient nécessairement perdurent, même si on est rendu à des places différentes toutes les deux. Passons maintenant à l'actualité, donc dans Onsic-Cartierville. D'ailleurs, comment ça se passe dans l'arrondissement? Parce qu'au conseil d'arrondissement, parce que, bon, vous êtes élue indépendante maintenant, il y a Mme Tuillier de Projet Montréal, il y a 3 élus de l'équipe Coder. Oui. Est-ce que vous réussissez à vous parler entre vous autres? On a une très belle dynamique interne à l'arrondissement. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas de tension entre nous. Règle générale, il peut arriver sur certaines questions qu'on ait des points de vue différents. Depuis que je suis là, c'est arrivé à 2 reprises. Le prolongement de la 19, où Mme Tuillier et moi, nous avions un point de vue, parce que l'autoroute 19, le pont Papineau, ça arrive dans mon district, là. Alors, si moi, j'avais dit aux résidents de mon quartier que j'étais d'accord avec le prolongement de l'autoroute 19, là, je pense que je me serais reçu quelques courriels. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, Mme Tuillier et moi, nous avions donc un certain point de vue là-dessus, qui n'était pas celui des 3 autres. Mais quand on a eu le débat sur le programme particulier d'urbanisme pour Henri Bourassa-Ouest, eh bien là, j'étais d'accord avec mes collègues de l'équipe Coder et Mme Tuillier défendait un autre point de vue. Alors donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de ligne de parti. Il n'y a pas de ligne étanche et dans la plupart des cas, il y a donc une très belle dynamique. Il y a une très belle dynamique avec les directions de service également. Donc, et comme je le disais tantôt, quand on est à l'hôtel de ville, il y a un parti d'un côté, le parti de l'autre côté, le président entre les deux. Mais quand on est dans notre arrondissement, les 5 élus, on est ensemble face à la population, ça crée tout de suite un rapport très différent entre nous. Dans les différents dossiers qui se déroulent présentement dans l'arrondissement, il y a entre autres toute la revitalisation du boulevard Gouin-Ouest. Oui. Il y a un montant, c'est $250 000 qui a été investi par l'arrondissement. Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur Gouin-Ouest? Et voilà un bel exemple. Les 5 élus sont d'accord. C'est à l'unanimité. C'est dans le district tout à fait à l'ouest. Le boulevard Gouin, vous savez, c'est une rue historique à Montréal. C'est une des plus vieilles. Une des plus vieilles qui part de l'est, qui va à l'ouest et qui a été aménagé de façon très différente. Mais quand on regarde l'ouest dans l'arrondissement, le boulevard Gouin, il n'y a pas de trottoir. C'est un lieu qui n'est pas du tout propice pour la circulation à pied, comme piéton, mais même les bicyclettes, c'est très dangereux. Il y a de la vitesse excessive. Mais en même temps, on est dans un environnement extraordinaire. Avec le bois de Saraguet, des maisons patrimoniales, la rivière. Alors, je pense qu'il y avait vraiment nécessité d'investir de l'argent dans ce coin-là pour justement
permettre qu'une cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes, la mise en valeur de ce coin patrimonial et en même temps, si on se rapproche un peu plus vers le centre, bien, il y a aussi tout le travail de redynamisation de boulevard Gouin-Est près du pont La Chapelle, où là, on essaie de faire renaître les commerces de proximité. Il s'agit essentiellement de remettre en valeur une rue qui fait partie du patrimoine urbain de Montréal. Une des belles rues, en effet, de la ville. Tout à fait. Je vais vous entendre sur une sortie de plusieurs organisations à la mi-janvier, dont le Comité logement d'Annecy-Cartierville, qui dénonçait des décisions du gouvernement Couillard, donc de réduire de moitié le nombre de logements sociaux financés par le programme Accès Logis. D'une part, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là du gouvernement libéral et est-ce que ça aura un impact dans Annecy-Cartierville? D'abord, tous les élus de Montréal se sont prononcés contre cette coupure dans le programme Accès Logis. Il y a eu des motions votées au conseil municipal et la même chose dans l'arrondissement. Les 5 élus, on est tout à fait en désaccord avec cette vision-là. Déjà, le programme n'était pas adapté à la réalité montréalaise parce que bâtir des logements sociaux à Montréal, ça ne coûte pas le même prix que de les bâtir dans des régions. Or, la règle de financement du gouvernement ne tenait pas compte de ça. Les besoins en logements sociaux sont beaucoup plus criants à Montréal. Donc, Montréal, en termes de pourcentage qu'on lui octroyait, ça ne répondait pas aux besoins. Et là, en plus, on a coupé les budgets. Alors, bien sûr, c'est dramatique. Et ça, c'est un visage caché de l'austérité. On en parle moins. On a parlé de l'austérité en éducation, dans les services de garde, dans la santé. Mais dans le logement social, c'est dramatique. Parce que quelqu'un qui ne réussit pas à se loger, c'est un besoin essentiel. Seulement dans Annecy-Cartierville, on évalue pour répondre à la demande, il faudrait construire 1000 logements sociaux d'ici 2019. Et Annecy-Cartierville n'est pas perçu comme un arrondissement pauvre. Alors, ça vous montre l'ampleur des besoins et ça montre la nécessité que le gouvernement du Québec maintienne son effort dans le financement du logement social. Il faudrait même qu'il revise les paramètres du programme et il faudrait qu'il mette plus d'argent encore. Pour les élargir, pour éviter, dans le fond, qu'après que le gouvernement fédéral se soit désengagé du logement social, que ce soit Québec qui se désengage à son tour. Exactement. D'accord. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Je veux vous entendre rapidement sur tout le déneigement qu'il y a eu suite à la tempête du 29 décembre. Il y a une dizaine de citoyens de votre arrondissement qui se sont plaints que la machinerie utilisée a endommagé leur pelouse, leur terrain, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, deux choses. Oui. Ce qui explique que cette année, il y a eu un peu plus de dégâts qu'à l'habitude, c'est que la première bordée a été de 50 cm. Deuxièmement, elle était costaud. Le sol n'était pas gelé. Donc, les équipements ont beaucoup plus de difficultés à manœuvrer. Mais ce qu'il faut répéter, puis c'est ça qui est important, c'est que quand on fait des opérations de déneigement, si elles sont faites par la ville est responsable de faire les réparations au printemps. Et quand elles sont faites par un entrepreneur privé, l'entrepreneur privé est responsable de remettre en état les terrains qu'il a abîmés. C'est prévu comme ça dans les contrats. Est-ce qu'il y a un guichet unique à ce moment-là pour des citoyens qui auraient eu un problème comme celui-là? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser directement à la ville? Ils appellent au 311, okay. Ils signalent le problème, on ouvre une requête et s'ils veulent être assurés que la requête aura le bon traitement, ils avertissent leur conseillère municipale. Elle sera ainsi capable de s'assurer que le suivi se fait. D'accord. Et vos coordonnées sont sur le site web de l'arrondissement. Nécessairement. Il nous reste 15 secondes très rapidement à vos 2-3 priorités pour 2016. Quelles sont-elles? On en a parlé tantôt, le logement social. Okay. Il faut continuer à travailler sur le logement social. Il faut influencer le gouvernement du Québec, mais il faut accompagner les groupes communautaires là-dedans. Deuxièmement, je viens dans un secteur, le Sault-Récollet, où on a le village du Sault-Récollet. C'est le 2e site patrimonial en importance à Montréal, après le Vieux-Montréal. Où on retrouve entre autres Cité Historia. Cité Historia, le parc de la Visitation, l'église de la Visitation. Donc, la protection du patrimoine, c'est essentiel. Et la 3e priorité, c'est de maintenir le rapport de proximité avec les citoyennes et les citoyens. Bien, on va vous souhaiter une belle année politique. Merci 2016. beaucoup. Donc, Lorraine Pagé, qui est maintenant conseillère de ville indépendante, donc du district Sault-Récollet. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. L'arrondissement d'Annecy-Cartierville est le 5e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et abrite près de 127 000 habitants.
Une personne sur deux est issue directement ou indirectement de l'immigration. 60 des citoyens de l'arrondissement sont nés à l'étranger ou ont au moins un de leurs parents nés à l'extérieur du Canada. Dans Huntsic-Cartierville, la population âgée de plus de 65 ans est légèrement plus élevée que dans l'ensemble de la ville.